Plateau avec Mathieu Jolivet, Jackie Isabello, le cabinet Parlez-moi d'impact, l'économiste Véronique Giraud, et Lee Mwang-nok qui est avec nous, secrétaire national en charge de l'économie au PS. Vers qui les regards vont se tourner, les oreilles? Là, Lim, on a envie de vous poser la question. Vous êtes un proche d'Olivier Faure qui va sans doute prendre la parole. On rappelle que le PS a dit qu'il déposerait une motion de censure ce soir selon ce qu'aurait été annoncé par Sébastien Lecornu. Là, il vous dit donc suspension de la réforme des retraites. L'âge légal reste tanké à 62 ans et 9 mois jusqu'en 2028. La durée de cotisation reste tankée à 170 mois. Il y aura des améliorations. Trimestre, pardon. Il y aura des améliorations notamment sur la retraite des femmes et peut-être la pénibilité. Est-ce que dans ces conditions, le Parti socialiste peut censurer, Lim ? Le président de groupe s'exprimera tout à l'heure. Mais à vue de nez, parce que le diable est toujours dans les détails, si effectivement il y a une suspension votée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons une action qui a été entendue et la ténacité d'Olivier Faure a payé. Parce que non seulement tous les débats sont ouverts au Parlement sur la justice fiscale, sur le pouvoir d'achat, sur la trajectoire de réduction des déficits. C'est le Parlement qui tranchera et les Français jugeront texte par texte. Mais en plus, sur la question clé qui préoccupe aujourd'hui les Françaises et les Français, qui est la réforme des retraites, on a obtenu gain de cause et on a ici une victoire si le Parlement consigne ceci dans un vote dans le cadre du projet de loi de financement. Donc là, vous parlez au nom d'Olivier Faure en quelque sorte et vous nous dites dans ces conditions, on ne voit pas comment le PS pourrait censurer le projet de budget. Enfin, en tout cas, tel qu'il a été présenté en l'état actuel des choses. Il y a eu un bureau national ce midi où nous avons réaffirmé 3 conditions qui sont 1, le débat parlementaire sur les questions que je vous ai dites, la suspension de la réforme des retraites et le débat sur la trajectoire pour éviter qu'il y ait trop d'austérité, pour libérer des marges de manœuvre, pour faire un petit peu de relance. Sur ces trois points, si j'ai bien entendu, Sébastien Lecornu s'est enfin exprimé et écoutez. Et en plus, cerise sur le gâteau, il dit les déficits pourraient filer finalement jusqu'à être un petit peu en dessous de 5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire par rapport aux 4,7% dont il avait parlé, ça donne quoi ? Dans le premier budget de François Bayrou, on était à 4,7%. Il dit vous pouvez discuter jusqu'à 5%, donc ça laisse 0,3 de marge, c'est-à-dire à peu près 9 milliards. 9-10 milliards de rab. 9 à 10 milliards de rab. 5, c'est ce que nous proposions dans notre contre-budget. Mais il a tout lâché aujourd'hui. C'est une proposition à condition qu'il y ait des mesures fiscales qui évitent attention, parce que moi je vois déjà, je me projette à court terme, s'il n'est pas censuré et si effectivement le vrai pouvoir revient au Parlement, imaginez cette foire d'empoigne autour des économies à trouver en contrepartie de la suspension des réformes des retraites, car il a été extrêmement clair là-dessus, Sébastien Lecornu. Il a dit que ce qui se jouait, c'était la qualité de la signature de la France sur les marchés. Si vous avez une suspension totale de la réforme des retraites, ça va être un paquet de milliards à trouver en contrepartie, avec, j'imagine, du côté de la gauche, des économies qui se feront sûrement du côté du patrimoine, des successions, etc., ou des profits, versus LR qui va se braquer, qui va se raidir sur ces sujets d'économie aussi. Donc voilà, ça laisse augurer de jolis débats. Alors c'est ça, j'allais dire, il a tout lâché d'entrée de jeu, c'est un peu surprenant. Il a tout lâché peut-être, il a lâché... Mais il y a l'idée effectivement, ça se paiera, pendant le débat budgétaire. C'est pas courageux, je pense qu'on pouvait attendre un peu plus. Et en même temps, à partir du moment où il a lâché un peu, pourquoi ne pas lâcher encore plus? Et donc là, il n'y a plus de crédibilité. Enfin, le Premier ministre peut faire toutes les incantations qu'il souhaite pour assurer les marchés financiers. Je pense que ça va être compliqué. Je ne vois pas d'autre solution qu'à terme une augmentation des impôts, parce qu'une fois qu'on a buté sur la dette et qu'on n'arrive pas à restreindre la dépense et qu'on a même une situation où on va finalement dépenser un peu plus, je n'arrive pas à comprendre que quand un politique réforme, parce qu'on a quand même la tyrannie du statu quo en France, on n'arrive pas à réformer. Quand une malheureuse fois, un politique parvient à faire une réforme dont on imagine qu'un minimum, il était convaincu de son utilité, qu'il renonce aussi aisément pour des raisons de stratégie politique, politicienne. Et De Gaulle disait bien, ce qui est
ce qui est salutaire pour la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion ni sans perte des élections. On en est là, finalement. Il y a un choix qui a été fait et il me semble que ce choix, il n'est pas à terme en faveur du salut de la nation. Je parle à long terme. À court terme, c'est très bien. On colmate et on évite d'avoir la rue, d'avoir le chaos plus que le chaos. Jackie, qu'est-ce que vous dites? Il a trop lâché ou alors il a trop lâché, mais ça se paiera d'une manière ou d'une autre pendant le débat budgétaire parce qu'il faudra trouver les économies à l'avenant finalement. Comment vous voyez? C'est quoi sa stratégie pour vous? Du point de vue de ce qui a été réalisé par Emmanuel Macron, évidemment qu'il a trop lâché. Mais il faut regarder où est-ce qu'on en est. Je veux dire, lorsqu'il pleut, on change de chaussures. Il a tenu à peine 2 jours. Il est reparti pour 3 jours pour faire le constat qu'il n'y arriverait pas. Et il est le seul à pouvoir être renommé. Donc la situation aujourd'hui de la France, c'est contrairement à ce qu'on nous explique en parlant des États-Unis, la France aujourd'hui, elle est mécaniquement en shutdown. Tous les gens qui travaillent avec la fonction publique, qui dépendent des marchés publics, qui dépendent des volontés d'investissement des grands institutionnels, des partenaires étrangers, ils vous disent on ne peut plus rien faire en France. Donc la situation de Sébastien Lecornu, elle est là. Et donc pour essayer de se donner quelques jours, quelques semaines, et il a donné des gages pour ne pas être licencié jeudi, qui est le jour où on va étudier les motions de censure. Ensuite, le débat, il va être extrêmement acharné parce qu'il a quand même borné les différentes choses. Il a parlé effectivement de qualité de la signature française. Il a dit qu'il excluait ce qu'on appelle la taxe Zuxman. Il a ouvert une porte grand sur la taxation des quelques excès, je ne sais pas si ça a été son terme, autour des investissements qui sont des anomalies. Il a parlé d'anomalies. Anomalies qui sont retenues dans les holdings de certaines grandes fortunes. Et puis il a demandé ces économies. Ça veut dire que l'article 40, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique parlementaire, c'est-à-dire que les parlementaires ne peuvent pas créer de surcharge budgétaire sans trouver une économie, eh bien, il l'a bien souligné. Pour répondre complètement à votre question, ça ne veut pas dire que dans quelques semaines avant la fin de l'année, il ne serait pas à nouveau soumis à une disposition qui consisterait à proposer une motion de censure ou à lui-même chercher la confiance. Aujourd'hui, c'est peut-être la solution la moins pire, mais à quel prix? Alors voilà, Lim. Mais à quel prix? Parce que vous prenez, et à quel prix et jusqu'à quand? Parce que si vous prenez cette réforme des retraites, le signal qu'on envoie à court terme, par exemple au marché, c'est que la France, ça c'est factuel, sur ces dernières années, aura été incapable d'avancer sur une de ses principales réformes structurelles. Or, si vous regardez un des 3 principaux critères que prennent les agences de notation, par exemple, c'est sa capacité à maîtriser la trajectoire de réduction de ses finances publiques. Et tout le monde sait que les grosses économies en volume, le poste sur lequel on le fait plus rapidement des économies, on sait que c'est les retraites. C'est les retraites. C'est le social et c'est les retraites. Alors voilà, donc là, on va voir comment vont réagir les marchés. Vous avez vu qu'il a quand même... Lim, allez-y. Il faut relativiser vos inquiétudes. Non, on en reparlera. Mais la suspension pour 2026... Elle va se payer d'une manière ou d'une autre. Oui, 400 millions, mais c'est 400 millions et 1,7 milliard ou 1,8 milliard et 1,7 milliard 1,8 milliard en 2027. Et ce que nous avons demandé, c'est que la négociation sociale s'ouvre pour réformer. Sans compter les effets collatéraux d'une hausse des taux d'emprunt. Pour l'instant, ça bouge. On va regarder le 10 ans français. Tiens, ce que fait le 10 ans français qui apparemment qui ne bouge pas. Et la négociation sociale doit accoucher d'un système qui soit viable. Ce que proposait Delevoye était absolument pas idiot et infaisable et non crédible sur le plan économique. Le système à points, c'est ça. Le système à points, avec l'ajustement du point en fonction des contraintes financières et la liberté laissée aux salariés de partir quand ils veulent, sans borne d'âge. C'était ça la réforme voulue par Delevoye, soutenue plus ou moins par la CFDT au départ. Et ça, c'est une des possibilités qui est sur le tapis. Tout comme accélérer Touraine, mais sans imposer la durée légale à 64 ans, ce qui laisse également la possibilité aux salariés de choisir de partir avec plus ou moins d'argent, c'est des solutions qui sont sur la table, mais il faut les négocier. Et il y a une troisième solution qui est d'ajuster le taux de cotisation, et c'est ce que proposent certains chez les syndicats. Tout ça est sur la table et doit être discuté avant 2027. Et si j'ai bien compris, celui ou celle qui sera élu en 2027 prendra la responsabilité d'appliquer sa propre réforme des retraites en la faisant adopter par le Parlement à ce moment-là. Et ce que vous dites, effectivement, il a beaucoup lâché aujourd'hui, c'est une victoire
victoire pour le Parti socialiste, mais ça va se payer déjà pendant le débat budgétaire, parce qu'il va falloir trouver des milliards. Oui, mais alors si vous prenez la trajectoire budgétaire, celle à 5% que nous proposions, elle est parfaitement crédible, et c'est d'ailleurs celle qui est prévue dans les textes européens, que de réduire de à peu près 0,5 points de PIB par an les déficits. Là, on était à 0,8 pour arriver à 4,6 chez Bayrou. Oui. On est à 4,7, on est encore sur une trajectoire un peu trop importante. On ne sera pas à 4,7 à la fin. On ne sera pas à 4,7. On ne sera pas à 4,7 à la fin de l'année prochaine. Si on arrive à 4,9 ou à 5, on est dans nos étiages que nous avons jugé parfaitement crédible, et la Commission, de ce point de vue-là, ne nous retoquera pas. Ce qui sera intéressant dans la méthode, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on a une ossature de budget avec des grandes directives, et effectivement, ça va laisser un champ des possibles, si jamais il est amené à rester, dans l'hémicycle, qui sera super intéressant à regarder. Regardez Amélie de Montchalin, elle a proposé un truc qui ressemblait à une sorte de mini-taxe Zuckman. Là, bien sûr, il n'en a pas parlé, parce que là, on va pouvoir, dès qu'on va se mettre à zoomer un petit peu, on va se retrouver avec des propositions comme, étonnamment, celle assez étonnante qu'a fait Amélie de Montchalin, de ponctionner de 0,5%, je crois, des très gros patrimoines au-dessus de 50 ou 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Ce qui ressemblait à une mini-taxe Zuckman. Donc ça, par exemple, ça fait partie des mesures qui ont volé, là, il y a quelques semaines, qui pourraient revenir dans l'hémicycle. Ah oui, dès lors qu'il n'y a pas de 49.3, c'est ouvert. Exactement. C'est une vision à court terme. Aujourd'hui, on a la chance d'enregistrer une super nouvelle au niveau international. C'est le prix Nobel d'économie de Philippe Aghion. Ah, voilà, Philippe Aghion, on va lui dire, Philippe, génial, hein. Allez, ta première médaille, c'est une mini taxe Zuckman. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire comme Céline Dion en 1980. Il va aller chanter pour la Suisse ou le Luxembourg, non ? Enfin, je veux dire, c'est il a dit ce qu'il avait à dire il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Exactement, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Lim. C'est nous, les entrepreneurs, on a un principe, c'est quand on doit économiser 1 euro, on économise 1 euro. Si on doit dépenser 100 000 pour investir, on investit les 100 000. Il n'y a pas ces 400 millions en plus. Ça fait 40 ans qu'on dit ces 400 millions en plus, et on arrive à 3 300 milliards de dettes. Et on en a souvent parlé ici. Le Haut Conseil des finances publiques a dit que le déficit primaire, à la lumière des scénarios ou du scénario qui a été proposé, tout ça n'est évidemment pas crédible. La réforme de retraite, c'est la mère des réformes qui permet aux investisseurs internationaux de regarder comment le pays essaye de se remettre en forme. C'est la petite phrase d'Emmanuel Le Chypre qui dit la France, c'est 3% de la croissance mondiale, du PIB mondial, donc ça accapare 3% du temps des investisseurs, et donc effectivement, la seule chose s'organise au pays, c'est la réforme des retraites. Politiquement, Sébastien Lecornu avait besoin de faire un pas en avant pour que la France ne soit pas sclérosée. Après, économiquement, c'est n'importe quoi. De toute façon, ici, on ne peut pas dire autre chose. Lorsque Elisabeth Borne a lancé le pavé dans la mare sur la suspension, les marchés n'avaient pas réagi négativement, hein. Au contraire, ils étaient bien contents que la stabilité. Elle n'est pas Premier ministre. Ça ne nous a pas échappé. Tout le monde regardait les marchés au lendemain, le jour de la déclaration de Lecornu, sa fameuse déclaration à 9h30 pour calmer les marchés justement. Et la déclaration sur les retraites est arrivée à ce moment-là, et les marchés n'ont absolument pas réagi. Au contraire, ils ont jugé ça positif, qu'il y ait un calme politique face à l'incertitude qui est en train de régner. Et là, le coût 0,3 points de spread. Et là, le 10 ans français, on regarde évidemment le 10 ans français, on le suit pour l'instant, ça ne moufte pas vraiment. On était à 3,42 juste avant le discours de politique générale. On est toujours à 3,42, mais on va nous surveiller ça comme le lait sur le feu, évidemment, tout au long du débat. Le jeudi qui a suivi le départ de François Bayrou, il y a eu une adjudication. Il y a une adjudication. La France avait levé à peu près 9 milliards d'euros. Il y avait eu 2 fois plus de demandes que d'offres. Oui. Ce qui est un petit peu moins que d'habitude, mais ce qui était quand même un bon signal. Mais on aura toujours, mais plus cher. C'est ça le problème. Ça risque de se renchérir, mais la demande. Mais simplement, et ça, c'est avant que nos amis allemands arrivent, parce que là, ils vont débouler sur le marché. Oui, c'est ça. D'ici quelques semaines, et c'est peut-être ça qui sera le. C'est ça aussi les effets collatéraux. Les agences de notation qui vont leur verdict en novembre. Vous aurez Moody's effectivement dans une quinzaine de jours. Là, ça risque d'être un signal pas intéressant, enfin pas assez grave. Et en même temps, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on fasse ce marchandage, qu'on réagisse sous la pression, parce que c'est pas un bon signal à donner ni au marché ni aux électeurs. Je n'ai pas l'impression que de se rassurer en disant
finalement l'Europe ne dit rien. C'est normal, la France c'est too big to fail. Donc on est habitué, on est en procédure de déficit excessif, ça peut durer 9 ans, c'est pas grave, on reste et personne n'atteint. Il arrivera un moment où on va perdre toute crédibilité et on va le payer au prix fort. Et on le paye déjà. C'est aussi ça le coût de cette suspension des réformes. Alors, le Cornu disait 400 millions l'an prochain, 1,7 milliard, 1,8 milliard l'an prochain, plus effectivement l'élévation des taux d'intérêt qui peut découler de cette suspension. On verra comment les marchés réagissent dans les prochaines semaines. Ça aussi, c'est un coût indirect. Je veux dire, mais en même temps, toutes les prévisions que l'on fait, on les fait en fonction d'une croissance qu'on surestime. On surestime déjà, et les effets des incitatifs vont encore... On se skie 2 minutes, on revient tout de suite, et puis on va retourner, il sera 16h dans 2 minutes sur BFM Business, édition spéciale jusqu'à maintenant. On va retourner à l'Assemblée, puis on va redire un petit mot quand même de tout ce qui compose cette loi budgétaire, parce qu'on a quand même un effort, allez, on va appeler ça un effort à 30 et quelques milliards annoncé par Sébastien Lecornu. On revient dans 2 minutes sur BFM Business, à tout de suite.